Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, des policiers en colère sous les fenêtres de la garde des Sceaux, Christiane Taubira. C'était tout à l'heure et pour cette manifestation-là, exceptionnellement, la Maison Poulaga et les organisateurs étaient d'accord sur le nombre de participants, 7500. Depuis qu'un détenu en permission a blessé grièvement un policier la semaine dernière, le divorce entre justice et police n'a jamais sans doute été aussi flagrant. On évoque des juges trop laxistes qui relâcheraient les voyous attrapés par des policiers. Alors caricature ou réalité, nous en débattrons. Mais tout d'abord, joie de recevoir le sage, le jardinier, l'idole des bobos et des bio-bio, l'agriculteur culte, Pierre Rabhi, objecteur de croissance, c'est ainsi qu'il se définit. Il a sans doute des choses à dire ce soir sur l'agroécologie, la beauté de la nature, l'émerveillement et la quasi-nullité de l'écologie politique. Enfin ça, peut-être. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Pierre Briançon, vous êtes le correspondant français du site Politico. On est ravis de vous accueillir dans l'émission. Et bonsoir Pierre Rabhi. Bonsoir. Vous êtes un gourou. Vous êtes un sage. J'espère que non. Alors attendez, la dernière fois que je vous ai défends. vu... La dernière fois que je vous ai vu, c'était à France Inter. Marion Cotillard était littéralement à vos genoux, par terre. C'est peut-être beaucoup. Si, c'est vrai. Non, c'est surtout une très très grande amie de conscience et d'âme, beaucoup plus qu'autre chose. Pierre Rabhi, qu'est-ce que vous avez de plus, par exemple, que Nicolas Hulot? Est-ce que ce serait l'exemplarité ou le fait que vous avez les mains dans la terre, au sens littéral du terme, c'est-à-dire que vous faites ce que vous dites et vous dites ce que vous faites? Ou vous vivez ce que vous dites? Disons, ma conviction en tant qu'écologiste, c'est beaucoup affirmé dans l'action, bien entendu. J'ai essayé quand même de dire et de faire, et de dire. C'est de façon à ce qu'il n'y ait pas d'un côté simplement un monde théorique de concepts généraux et de l'autre côté qu'un monde matériel sans explication et sans définir ce que signifie aujourd'hui l'agriculture écologique ou l'écologie. Alors, on va en parler de l'agriculture écologique juste après, mais d'abord, votre portrait, votre empreinte digitale, regardez, prise par Marc-Antoine de Porrette. C'est là. En tapant Pierre Rabhi sur Internet, on découvre qu'au départ, vous vous appeliez Rabarabi, ce qui, d'après le traducteur, signifie le vainqueur. Et c'est vrai que dans votre genre, vous êtes un sacré champion. Agriculteur biologiste, romancier, essayiste. Mais avant d'enfiler toutes ces casquettes, vous étiez comme tout le monde, un enfant. Né dans une famille algérienne, puis adopté par une autre française, vous devenez ouvrier spécialisé à Paris, avant de réaliser que les êtres humains vivent enfermés dans des boîtes. De la maternelle à l'université, on est enfermé, on appelle ça un bahut. Tout le monde travaille dans des boîtes, des petites, des grandes boîtes, etc. Même pour aller s'amuser, on y va en boîte. Bien sûr, dans sa caisse, bien entendu. Et puis vous avez la dernière boîte où on stocke les vieux. En attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Face à cette civilisation de l'aliénation humaine, vous pratiquez le retour à la terre. Direction l'Ardèche avec votre femme, où vous développez le concept d'agroécologie. Honorer la terre, privilégier la qualité à la quantité, respecter la logique des écosystèmes, une philosophie de vie que vous exportez en Afrique dans les années 80, qui vous conduit à tenter une candidature à la présidentielle en 2002 et vous permet aussi de côtoyer les stars. Malgré tout, vous gardez les pieds sûrs et dans la terre. Vous appelez à l'insurrection de l'intelligence et des consciences contre ce monde où des pousseurs de caddies cueillent leur nourriture dans les rayons des supermarchés. Vous en appelez à la beauté et à la poésie, jusque sur votre blog où un onglet lui est consacré. Sachez que la création ne nous appartient pas, mais que nous sommes ses enfants. Face à la destruction de notre planète, vous souhaitez nous entraîner vers une nouvelle éthique que vous nommez sobriété heureuse. Mais Pierre Rabhi, n'est-il pas déjà trop tard ? Pierre Rabhi, on a bien aimé la mise en boîte à la Raymond DeVos, là, pendant votre conférence TED, c'est pas mal. Mais bon, on arrête de rire. Est-ce qu'il est trop tard pour sauver la planète, Pierre Rabhi? Pour empêcher la déforestation? Vous savez, dans tout phénomène, il est trop tard. L'enfant qui vient de mourir de faim, c'est trop tard pour lui. Et puis, il est toujours temps. On est placé dans ce dilemme où finalement, beaucoup de choses ont déjà été trop tard, si vous voulez, dans la phase trop tard, mais à la fois il reste aussi à faire beaucoup, et le tout c'est de ne pas se bloquer et continuer. Une agroécologie, une éthique de vie, qu'est-ce que c'est? C'est le bio, l'agroécologie? C'est quoi? Non, c'est plus que ça, c'est-à-dire que c'est enfin les êtres humains prennent conscience qu'ils ont un lien direct avec la vie et qu'ils ne peuvent pas vivre sans la vie.
Il y a juste quelques jours, une femme est venue faire une enquête sur l'eau. Ouais. Je lui ai dit, madame, vous êtes de l'eau et je suis de l'eau. Donc vous faites une Oui, enquête à sur vous-même. 65%, oui, c'est vrai. Pour vous-même. Absolument. C'est notre constituant Oui. principal, comme on le sait. Alors le problème de l'humanité, c'est qu'elle a beaucoup transgressé. Nous avons commis un ouvrage avec Jean-Marie Pell qui a fait une rétrospective sur comment la vie s'est organisée sur Terre. Et bien, il a mis en évidence l'associativité et la coopération. Et quand l'être humain est arrivé, c'est-à-dire une minute, l'avènement de l'être humain, c'est 1 minute et demie à 2 minutes sur 24 heures quand on prend le ratio temporel artificiel qu'on a établi. Et en peu de temps, qu'est-ce que l'être humain a introduit dans cette réalité-là? C'est la dualité. Mais La dualité et la prédation. L'éthique de vie dont vous parlez ici, Oui. vous la considérez comme une éthique d'abord individuelle et qui, à force de se répandre, finirait par devenir une éthique collective, parce qu'il n'y a pas d'appel à une action collective proprement parlée, et évidemment pas politique dans ce livre. Donc comment faire? Comment d'abord vous définissez exactement l'agroécologie et comment faire pour que le monde que vous appelez de vos voeux finisse par tout le monde s'y surgir? mette. J'ai commis un concept qu'on appelle les colibris. Les colibris, j'ai pris ça dans une légende amérindienne qui disait qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt, tous les animaux étaient atterrés, ne savaient plus que faire. Et le petit colibri, ce petit oiseau tout gracile, mais s'active. Il va prendre des gouttes d'eau dans la rivière, les jette sur le feu, il s'active. Et le tatou qui l'observe depuis un moment lui dit quand même, colibri, c'est pas fou, c'est pas avec ça que tu vas éteindre le feu. Il le regarde droit dans les yeux et lui dit, je sais, mais je fais ma part. Et je pense que s'il y avait une mobilisation des consciences, d'ailleurs en 2002, quand je me suis présenté aux élections présidentielles, C'était pour sensibiliser, parce que vous n'aviez aucune uniquement. illusion. Ah non, même Dieu, Vous auriez Dieu m'en détesté garde. ça, non? Oui, j'imagine. Je ne voulais pas rentrer dans devenir Dans la course à président, l'échalote, oui. président de la République française. Bon, Obama l'a fait, mais moi, je ne cherchais pas à Il le l'a fait faire. parce qu'il s'est inspiré de vous, bien Exactement. sûr. Voilà, Oui. bien sûr. Bien sûr. Et donc, c'était en fait saisir un espace d'écoute, un espace national important pour mettre en évidence des critères et des valeurs qui sont niées aujourd'hui, telles que la subordination des femmes au plan planétaire. Pourquoi le féminin subordonné? Pourquoi éduquons-nous les enfants dans la compétitivité, au lieu de les éduquer dans l'associativité et la coopération, etc. Pierre Rabhi, néanmoins, est-ce qu'avec l'agroécologie et cette éthique de vie qu'elle entraîne, on nourrira 9 milliards d'individus sur Terre? Est-ce qu'il ne faudra pas en passer, malheureusement, par une agriculture à plus grande échelle? Non, je ne suis pas d'accord. Vous récusez absolument Absolument, parce qu'il y a une énergie humaine fantastique. En Afrique, c'est l'énergie humaine, mais elle est considérable, cette énergie humaine. Et la culture massive, c'est-à-dire celle qui prétend, avec la quantité, résoudre le problème de la faim, elle détruit plus qu'elle ne produit. C'est-à-dire qu'en même temps qu'elle produit massivement, elle détruit les sols, elle détruit la vie, elle détruit tout cela. Donc il faut au contraire remobiliser l'énergie humaine et revenir, qui est abondante, et revenir à des principes maîtrisés par les communautés elles-mêmes. La sobriété heureuse, entre autres, hein, c'est ça un rapport à la croissance. Les paysans africains calmés. Travaillent beaucoup pour l'exportation de coton, d'arachide, etc. Eh bien, il faut qu'ils travaillent pour leur survie alimentaire prioritairement, et vous verrez que les choses changeraient. Nadia, évoquez pour nous, s'il vous plaît, la détresse des paysans. Des paysans français, oui, absolument, qui a enfin une date et une image, puisque ça s'est passé le 11 octobre. Un homme qui s'appelle Jacques Geffredo a tenté de faire ce jour-là une journée mondiale sur le suicide dans le milieu agricole pour qu'enfin ce sujet soit publiquement abordé. C'est un sujet qui est extrêmement tabou. Il y a très très peu d'études. On a quelques chiffres qui sous-évaluent la situation. On parle aujourd'hui de 2 suicides par jour d'agriculteurs français. En tout cas, cet homme, ce jour-là, a érigé dans une ville bretonne 600 croix blanches pour commémorer ces hommes et ces femmes. On sait également qu'un numéro d'écoute a été mis en place il y a une année environ, qui reçoit une centaine d'appels chaque jour. Pour beaucoup, ce mal-être des paysans, des agriculteurs français, c'est le résultat évident d'un système qui les incite à produire plus, à s'épuiser, à s'endetter. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un collègue agriculteur français qui n'en peut plus? Qu'est-ce que vous lui diriez? Vous savez, on a établi, disons, une agriculture qui est partie de la pétrochimie internationale. La pétrochimie internationale a créé une agriculture dite industrielle,
Et elle a formé des ingénieurs agronomes qui sont habilités à propager cette agriculture parce qu'elle augmente le profit finalement pour tous ces systèmes-là. De même, je le dis aussi, qu'elle a produit un médecin prescripteur de médicaments. Bon, je vais peut-être me faire brûler vif, mais c'est la vérité. Mais non. Voilà. Donc, à partir de là, le paysan, si vous le prenez dans son histoire psychique, il a été considéré toujours comme le dernier des derniers, parce qu'on a récusé complètement son savoir. En le trouvant. Qu'est-ce qui lui reste comme marge individuelle d'action? Pour rebondir sur la question de Nadia, qu'est-ce qui peut faire l'agriculteur individuel, le colibri dont vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il peut faire dans son coin, sur sa terre, pour commencer à changer le monde dans la direction que vous souhaiteriez? Alors, moi, j'ai un exemple extrêmement précis. J'ai été ouvrier agricole. Donc, j'ai travaillé dans une structure classique. Mon patron était dans une structure classique. Ensuite, en discutant avec lui, je lui ai dit, tu pourrais peut-être changer tes méthodes, venir à l'agriculture biologique, etc. Au début, il a un peu fulminé en disant que c'était arriéré. Et il y en est venu finalement. Et il s'en sortait bien mieux que n'importe quel autre agriculteur dans la région. En plus, l'agriculture biologique a l'avantage quand même de produire des denrées de qualité. Parce que le sol est vivant. Et on détruit les sols. Ouais. On détruit les sols, on fait pousser des plantes sur des sols morts. Et ensuite, les plantes poussent, elles sont malades. Elles sont malades, on va chercher des pesticides. Et puis, nous avalons ces produits toxiques. Ces produits toxiques à tel point que la nourriture aujourd'hui, comme disait un ami, quand on se met à table, il faut se souhaiter non pas bon appétit, mais bonne chance. Pierre Rabhi, une dernière chose. Quand on vous écoute, quand on vous lit, vous évoquez la prédation économique, l'arrogance, l'appât du gain. Vos propos, y compris à propos d'une écologie intégrale, rejoignent un peu ceux du pape François. Vous avez, semble-t-il, tous les deux, une même approche, une même colère. Vous, c'est la sobriété heureuse. Lui, c'est quelque chose peut-être de plus en colère, révolutionnaire. Mais vous êtes assez proches? Alors, je dirais bravo le pape François, mais les religions auraient dû se mobiliser depuis longtemps dans l'écologie. Les religions du livre disent tous, Dieu a créé la terre. Oui. Et on est obligé de leur dire, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que cette terre ne soit pas profanée? On pourra leur dire, on le dit aussi bien au judaïque, au christianisme, à l'islam. Comment peut-on concilier le fait qu'on proclame ouvertement que la planète Terre, que la nature, c'est l'œuvre divine, et ne rien faire pour que cette œuvre ne soit pas profanée? Merci d'avoir apporté du grain à moudre ce soir dans 28 minutes. Et je rappelle l'agroécologie, une éthique de vie. C'est un livre, c'est un dialogue extrêmement nourricier que vous avez eu avec un ami, un agriculteur, un paysan, comme on dit, entre autres. C'est chez Actes Sud. Voilà, Pierre Rabhi, merci d'être venu. Il y a aussi un blog, si on veut suivre vos activités et vos conférences. Place au débat, un débat qui n'a rien à voir avec le sujet dont on vient de parler, Pierre Rabhi. Au débat sur les rapports de plus en plus tendus entre la police et la justice. L'agression d'un policier abattu par un détenu en permission la semaine dernière a relancé la polémique. Les juges seraient-ils trop laxistes ou permissifs? Et la garde des Sceaux, Christiane Taubira, sous les fenêtres de laquelle manifestaient tous les syndicats de police aujourd'hui, ne songerait-elle qu'à vider les prisons surpeuplées? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Des policiers dans la rue, et pas pour assurer le maintien de l'ordre. Ils étaient plusieurs milliers aujourd'hui à Paris, place Vendôme, sous les fenêtres du ministère de la Justice. Une première depuis 30 ans. Commissaires ou gardiens de la paix, tous ont dénoncé ce qu'ils appellent le laxisme de la garde des Sceaux et des magistrats. En clair, des décisions de justice incohérentes pour des policiers de terrain déjà à cran. Nous manquons de moyens, nous manquons d'effectifs, nous manquons de clarification sur les missions et nous souhaitons une politique pénale qui soit coordonnée avec ce qu'on nous demande de faire sur le terrain tous les jours. Une fusillade a ravivé cette guerre justice-police. Il y a 10 jours, en Seine-Saint-Denis, un policier de la brigade anticriminalité a été grièvement blessé dans une fusillade. L'auteur des coups de feu était un détenu dangereux qui avait bénéficié d'une permission de sortie. 4 mois après, il était toujours en cavale.
Manuel Valls a voulu montrer qu'il avait entendu la colère des policiers. Il a annoncé plusieurs mesures, notamment la restriction des sorties pour les détenus dangereux, sauf nécessité absolue. Le Premier ministre était entouré de la garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur. Il n'est donc pas question de renouer avec cette pratique dangereuse qui consiste à mettre violemment en cause la justice et à la désigner comme bouc émissaire de chaque affaire dramatique. C'est trop facile. À Paris, place Vendôme, ou en région devant les palais de justice, les policiers avaient-ils le bon coupable dans leur ligne de mire? Contrainte pénale, permission de sortie ou remise de peine, la justice est-elle vraiment trop permissive? Bonsoir à tous les trois. Serge Portelli, vous êtes magistrat, vous êtes président de chambre à la Cour d'appel de Versailles. Vous avez publié, ça c'était il y a un peu plus d'un an, en février 2014, La vie après la peine chez Grasset. Et selon vous, la surpopulation carcérale qui existe, qui est réelle, est la preuve que la justice n'est ni permissive ni laxiste. À côté de vous, Loïc Lecouplier, bonsoir monsieur. Vous êtes secrétaire national du syndicat de police Alliance. Vous êtes le numéro 3 du syndicat, un syndicat qui est de droite, on peut le dire? Non. Bon, on ne peut pas le dire. Non. C'est de gauche? Un syndicat de policiers, pas plus. D'accord. Un syndicat tout court de policiers. D'accord. De Et selon vous, tout l'arsenal judiciaire actuel est fait, ou serait fait, pour que les voyous n'aillent pas en prison, ou en ressortent en tout cas le plus vite possible. Ça oui. À côté de vous, Alain Hamon, grand reporter, spécialiste police et justice. Voilà un ouvrage, Le jour où j'ai mangé mon flingue, pourquoi les policiers et les gendarmes se suicident, paru le 8 octobre, c'est-à-dire il y a quelques jours aux éditions Hugo et Sy. D'après vous, il y a des bavures des deux côtés, chez les juges comme chez les policiers. Alors on va en parler justement ce soir et revenir sur ce droit de manifester. Les policiers ont le droit de manifester? Ils n'ont pas le droit de faire grève. Mais ils ont le droit de manifester, pas sur notre temps de service, etc. Sans armes, etc. D'accord. Nadia? Oui, la question d'un téléspectateur Absolument. internaute, la voici. Les réductions d'effectifs datent de Nicolas Sarkozy. Pourquoi les syndicats n'avaient-ils pas réagi à l'époque? Lecouplier, on a vérifié pendant son quinquennat entre 2007 et 2012. Nicolas Sarkozy a supprimé 12 000 postes de policiers et de gendarmes. Est-ce qu'Alliance avait manifesté à l'époque? Non, parce que déjà c'était une volonté politique, c'était la RGPP à l'époque qui a été mise en place. Donc on a dit qu'on était contre. Sans descendre dans la rue. Donc. Sans descendre dans la rue, parce que les policiers n'ont pas l'habitude de descendre dans la rue pour un oui ou pour un non. On avait eu d'autres garanties, c'est que nous, contrairement aux autres ministères, les emplois non renouvelés avec les départs à la retraite, la masse salariale nous serait reversée pour nos salaires, ce qui a été fait. Donc on a dit que c'était... Voilà. Alors maintenant, on a eu tort, on a eu raison, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est la modernisation de l'action publique, c'est la même chose que la RGPP en pire, et on ne descend pas non plus dans la rue comme ça. Juste une question, pourquoi devant le ministère de la Justice, pourquoi pas devant le ministère de l'Intérieur, cette manifestation? On s'est posé la question. Pourquoi pas devant l'Élysée d'ailleurs? Mais on s'est même également posé la question, je pense qu'au départ, parce que ça c'est bon, forcément, c'est comment le drame qui s'est passé à l'île Saint-Denis a cristallisé la colère, donc la réaction, ça a été place Vendôme. Une fois que le mot est parti sur place Vendôme, ça a été place Vendôme, on ne va pas changer. Mais on a dit aussi qu'effectivement, il y a un problème avec le laxisme de la justice, mais il y a aussi également des problèmes chez nous, au niveau de l'intérieur. On aurait pu faire aussi cette manifestation-là, mais seulement, bon, on ne peut pas être partout en même temps. Alors, Pierre? Alors, en 1983, il y a 32 ans, déjà, des centaines de policiers se rassemblent place Vendôme, sous les fenêtres du ministère de la Justice, pour protester contre le laxisme du ministère de la Justice. Ça se passe mal. Jean-Marie Le Pen vient les soutenir sur place, et Robert Badinter, à l'époque garde des Sceaux, réagit après avoir entendu sous ses fenêtres Badinter assassin. On l'écoute. C'est vrai que nous avons une police forte et souvent très efficace, une des plus fortes d'Europe. Je peux dire ici que nous avons une des justices les plus pauvres d'Europe. Alors, Alain Hamon, je crois que vous étiez là, vous aviez couvert ça comme journaliste, et je me souviens qu'on avait parlé des séditieux à l'époque, puisque la manifestation factieux, séditieux, n'était pas autorisée. Celle de l'après-midi, il y en a eu deux. Celle de l'après-midi était autorisée, et celle du matin ne l'était pas, mais elle n'était pas non plus spontanée, puisque à la sortie de la préfecture de police, où avaient eu lieu les obsèques de 2 policiers qui avaient été tués le 31 mai précédent par un groupe d'action directe,
il y avait des gens du syndicat indépendant de la police nationale, qui est celui qui précédait Alliance, qui étaient postés à la sortie de la préfecture et qui disaient pour la manif, c'est par ici, pour la manif, c'est par ici. Bon, ce n'est pas spontané non plus, mais elle n'était pas autorisée et comme vous venez de le dire, ça s'est très mal terminé. Serge Portelli, ça a toujours l'air de se passer quand la gauche est au pouvoir, ce genre de manifestation. C'est parce que les juges sont laxistes que pendant que la gauche est au pouvoir? Ah bah oui, c'est bien connu. Vous avez des statistiques, je pense. Oui, c'est vrai que vous avez parlé de celle de 83, mais il faut aussi parler de celle de 2001, puisqu'en 2001, vous aviez eu à l'époque aussi 2 policiers qui avaient été abattus. Beaucoup plus, mais c'était vrai. Et c'était en tout cas le motif de cette manifestation, qui avait entraîné à l'époque, et ça serait bien qu'on s'en souvienne, une réaction assez particulière du gouvernement qui était de gauche, comme vous le dites. Et à l'époque, ce gouvernement de Lionel Jospin s'était dit il faut réagir, il faut faire quelque chose, il faut changer une loi qui venait d'être votée d'ailleurs, puisque c'était la loi Guigou, vous vous en souvenez peut-être, qui date de 2000 et qui avait apporté... la mémoire c'est une loi qui avait apporté beaucoup d'améliorations, en tout cas de réformes dans la procédure pénale, et notamment en matière de garde à vue. Et donc, je dis ça parce qu'il y a une telle coïncidence que ça me paraît troublant. Et à l'époque, le gouvernement de Lionel Jospin s'était dit on va faire quelque chose. Donc on avait envoyé M. Drey, qui était à l'époque un député socialiste, pour faire une tournée des commissariats, vous vous en souvenez peut-être, pour écouter la police, écouter la gendarmerie. Oui. Et puis ensuite, on avait dit on va changer la loi, parce que la loi, quand même, il y a des choses à faire, il faut simplifier, il faut aller dans le sens de ce que demande la police. Ce qui fait que finalement, au mois de mars, on avait voté une loi qui était revenue en grande partie sur ce qui avait été voté en 2000. Et puis, alors je crois me souvenir qu'il y a eu 2 élections après et que ça n'a pas forcément porté chance au gouvernement de l'époque. Bon, enfin, c'est juste un souvenir comme ça. Vous persiflez, qu'en pense juste votre voisin? Oui, en 2001, effectivement, c'était l'affaire Bonal. De gauche. Jean-Marc Bonal, je crois, dit le Chinois, qui venait d'être remis en liberté. Par la Chambre de l'Instruction. Par la Chambre de l'Instruction, qui était un multirécidiviste, multiréitérant, etc., un individu très dangereux. Et qui, de mémoire, oui, je crois que c'est 2 voire 3 collègues sur un braquage qui ont perdu leur vie par cet individu-là. Et je crois que dans l'année, mais avant, en 2001, il y avait eu, je crois, environ 16 policiers tués en action de service, plus ça. Et c'était la loi sur la présomption d'innocence. La gauche n'a strictement, n'est que de l'ordre d'une coïncidence? Écoutez, alors, est-ce que c'est une coïncidence ou quand c'est la gauche, il y a une idéologie particulière qui met le trait sur une idéologie au niveau de l'aménagement de peine et de l'exécution des peines. Je ne dis pas de la justice, les décisions de justice, je ne les conteste pas. Nous, on est particulièrement, on va dire, remonté, c'est dans ce que, oui, l'exécution des peines. Après que le jugement ait été prononcé, qu'est-ce qui se passe après? C'est là-dessus que nous sommes... Mais je crois qu'il y avait une loi en 2009 qui a été votée sous la droite et qui concernait la réforme pénitentiaire. Oui, exactement. Et que vous avez beaucoup de choses à reprocher à Mme Dati, si j'ai bien compris. Sauf qu'il y a eu pas mal de circulaires après, je crois, qui ont encore remodifié, etc. C'est bien que même Mme Taubira, elle ne sait plus trop où elle en est. On va revenir à aujourd'hui, on va revenir à 2015 et à un sentiment croissant de détresse et de colère depuis janvier 2015, Oui, parce que beaucoup de choses ont changé chez les policiers. Après les attentats qui ont d'ailleurs endeuillé la police, puisque 3 agents ont été tués au cours des 2 attaques. Et on se souvient quand même aussi de ces images, de ce qui s'est passé juste après, de ces images assez émouvantes et plutôt inédites. On voyait des manifestants acclamer, applaudir, voire embrasser la police. Et la police nationale avait d'ailleurs réagi après sur Internet en écrivant ceci: « Fort de votre soutien et de votre reconnaissance, nous sommes plus que jamais déterminés à assurer votre sécurité. » Et c'est après que les choses se sont gâtées, puisque cette sécurité s'est faite au prix de la surchauffe des forces de l'ordre. En avril dernier, 3 compagnies de CRS se sont mises en arrêt maladie collective pour dénoncer l'épuisement dû au report de congés, notamment aux amplitudes horaires. Et puis cette semaine, on a appris que les policiers de service de protection des personnalités auraient porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, faux et harcèlement moral. Ils se disent, eux aussi, épuisés à cause de journées de 15 voire 18 heures. Et le problème, c'est que ça risque pas de s'arranger, parce qu'il y a cette COP21 qui arrive, 195 chefs d'État qui vont être présents au Bourget, ce qui va mobiliser encore davantage la police. Alain Hamon, ce qui a été dit aujourd'hui par Manuel Valls, est-ce que ça va suffire à apaiser, à calmer les esprits? Non, je pense que ça ne suffira pas, tant au niveau judiciaire, juridique, qu'au niveau du fonctionnement de la police au quotidien. Je voulais juste revenir un petit peu sur l'antagonisme police-justice. On va essayer de faire vite. Il y a quand même aussi des magistrats qui ne sont pas contents toujours du travail des policiers. Sur quoi, par exemple? À côté, moi, je fréquente des magistrats, autant de magistrats que de policiers, non, peut-être un peu moins de magistrats. Prenons le cas de la Seine-Saint-Denis, où a eu lieu alors, il n'est pas question de revenir sur ce qui s'est passé et sur
peut-être éventuellement un Ce qui s'est passé, dysfonctionnement. Winston Lam, c'est ça C'est ça, qui a n'avait pas abattu, réintégré sa cellule. Voilà, après et qui 4 mois de avait cavale. été remis peut-être un peu trop rapidement en liberté. Il n'est pas question de revenir là-dessus. Bah si, on Il y va aura- quand même y revenir pour Oui, mais il y aura comprendre, une les enquête permissions. certainement Oui. administrative de la chancellerie de fait. On verra, quoi, je veux dire. Mais s'il y a eu un dysfonctionnement, il n'est pas question de revenir là-dessus et de revenir sur ce qui est arrivé à ce malheureux policier. Pas du tout. Mais en revanche, moi je connais des juges d'instruction qui me disent, à force de former des policiers, des officiers de police judiciaire au rabais, le ministère de l'Intérieur fait qu'on nous amène des procédures. Il y a 3 solutions. Ou le magistrat est un mauvais magistrat et il fait passer la procédure comme ça. Ou c'est un bon magistrat, il appelle le commissaire de police, il dit il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, il la met au panier. De toute façon, si Ça, c'est une question de ressources budgétaires, c'est une question de... C'est une question de formation des policiers au travail judiciaire. Bon. Que je C'est pas sache... une question de moyens, que je d'effectifs, Que je sache, et c'est là où je voulais en venir, ces magistrats qui ne sont pas toujours contents du travail des policiers, j'en ai rarement vu manifester place Beauvau des magistrats quand même, parce que ça ne va pas. D'accord. Voilà, Alain, un mot. j'en ai rarement. C'est un bon mot. Voilà. Mais alors, on va essayer de revenir quand même avec vous, que vous êtes magistrat. Oui. On voudrait comprendre les permissions. Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements? Il y a clairement des dysfonctionnements. Sur quels critères? Comment accorde-t-on une permission? Vous dites il faut accorder des permissions, il faut continuer à le faire. Ouais, la permission de sortie est une institution qui a été créée il y a un bon moment et qui a été validée par les différents gouvernements de droite, de gauche, depuis des décennies. C'est une institution qui existe en France, mais partout ailleurs. Il y a quelques chiffres qui sortent en ce moment où on nous dit qu'effectivement, par exemple, en Allemagne, il y en a 6, 7, 8 fois plus. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Et évidemment, on parle de la police, c'est normal, et de la magistrature, mais il faut aussi parler de ce qu'est la prison et de ce que deviennent les 80 000 personnes qui, chaque année, sortent de prison. Mais qui sont ces personnes à qui on accorde les permissions? C'est quoi les Ce sont des critères personnes aujourd'hui qui répondent à des critères qui sont fixés par la loi. Lesquels? Et qui sont de présenter un projet qui permette de valider une sortie qui peut varier entre quelques heures jusqu'à plusieurs jours. Donc un projet professionnel, par exemple? Alors c'est un projet professionnel, mais on ne va pas énumérer les différents critères. ça serait trop long. En gros, c'est quoi? C'est la réinsertion. On part de l'idée, et c'est quand même une idée forte, que rester en prison 6 mois, 1 an, voire bien plus que ça, c'est un handicap. Et que la ensuite permission de retravailler. sortie permet de renouer Voilà. des liens avec l'extérieur. Mais oui, tous les ministres du monde entier, et tous les chercheurs... restons sur la France, Vous là. disent, mais non, mais vous disent, c'est pas que Madame Taubira, puisque c'est elle qui est le bouc émissaire, vous disent que les sorties sèches, ce qu'on appelle les sorties sèches, les gens qui sortent sans aucune préparation, eh bien, c'est un risque énorme de récidive. On fait le même boulot. On essaye d'éviter que les gens recommencent. Voilà. Donc, faire des aménagements de peine, faire des permissions de sortie, c'est éviter qu'il y ait des récidives. Et Loïc Lecouplier, en quoi Christine Taubira est responsable de ça? Je ne dis pas que Mme Christine Taubira est responsable de ça. C'est chez elle que vous allez Christine manifester. Taubira, oui, c'est Christiane. pour le symbole. Christiane, pardon, effectivement. Christiane Taubira n'est pas responsable en tant qu'individu de ça. Mais Christiane Taubira n'est pas non plus indépendante dans son ministère. Elle obéit à des directives d'un Premier ministre et d'un Président de la République. Elle ne fait pas ça toute seule. C'est pas elle Il y a qui même décide. des règles européennes, je vous rappelle. Oui, non, mais il y a des règles européennes. Mais moi, je dis, OK, n'importe où, les magistrats, tout ce qu'ils font pour les permissions de sortie, les autorisations de sortie, on a oublié aussi la liberté conditionnelle, toutes ces mesures ont pour objectif de réinsérer l'individu avant qu'il sorte, c'est l'objectif que l'on présente. L'objectif qui est en deuxième rideau, et je le sais, c'est qu'il faut absolument réguler la population carcérale. Et le but, il est là. Réguler la population carcérale. C'est plutôt raté en ce moment. Hein. Ah bah, oui, mais le problème, c'est, ça je vais revenir dessus. Donc Madame Taubira... Et les prisons se vident pas, là, en l'occurence. Ah non. D'après il y a moins de détenus qu'avant. Ah non. Ah bon? Ah, bah, Ah non, c'est c'est pas ce que D'après disent les derniers chiffres. C'est pas ce que 2%, disent les non, mais chiffres. écoutez, 1,5. 1,5. Donc en gros, Depuis 2 ans. on va pas ergoter sur des chiffres, c'est pas lieu, mais entre 1600. Mais le problème, entre 1600, je crois. Oui. 1600. Le problème, c'est qu'il y ait moins de détenus, d'accord. Mais quand on a la criminalité qui augmente, ça va pas. Alors, Si les deux phalanges se croisent, non, mais c'est une chose. Donc maintenant, on demande, je dis que les magistrats, juges d'application des peines, quels qu'ils soient, on demande. ils sont dans leur droit. Légalement,
ils sont dans les clous, on ne peut rien leur reprocher. Peut-être un manque de discernement, un policier fait un manque de discernement, je peux vous dire qu'il le paye rapidement. Eux, c'est peut-être un manque de discernement, au pire, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations, ils ne sont pas structurés entre eux, ils n'ont peut-être pas les téléphones qu'il faut pour se renseigner sur le profil psychologique ou de passé criminel de l'individu. Mais quoi qu'il en soit, les lois, elles sont peut-être légales, mais au bout d'un moment, je prends le dernier cas, faire sortir un individu qui a 24 ans, qui a 24 antécédents graves à son actif, qui sort et qui abat un policier. Alors c'est peut-être légal. Alors on va y revenir. Au niveau de la morale, on peut se poser des questions. Loïc Lecouplier, on va y revenir. On en parle justement de ce policier qui est entre la vie et la mort depuis 9 jours. Et ce qui a exaspéré par-dessus tous ses collègues, c'est que son agresseur, Wilson Blam, était fiché. Thibault Nolte cartonne ce soir dans Bang Bang la fiche S. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Un policier a été gravement blessé par un gangster alors que ce dernier était inscrit au fichier S, menace à la sûreté de l'État. Alors, faut-il brûler le fichier S ? Si Wilson Blam, crapule notoire, inculpé dans 30 affaires, a pu obtenir une permission de sa prison de Seine-et-Marne, s'évader et braquer un entrepôt de bijoux avant de mordre la poussière, c'est parce qu'il s'était glissé dans une faille spatio-administrative, la fiche S. Ce dispositif d'alerte, censé permettre aux grandes oreilles de garder un œil sur quelques barbes, sonne souvent l'alarme trop tard. Si 5000 résidents français parmi les moins civils sont classés S, Wilson était fiché 2 fois S pour son évasion et pour sa radicalisation. Destiné à pister les espions rouges dans les années 60, le fichier S moderne agrège militants antinucléaires cracra, zadistes encagoulés ou islamistes tranchants. Yassine Sali, le décapiteur de Saint-Quentin-Falavier, ou Ayoub El Khazani, le radical ridicule du Thalys, ont été en S, comme tout bon élève terroriste. Mais aucun de ces padawans de la terreur n'a été stoppé à temps. Le fichier est par ailleurs purgé tous les 2 ans. Ainsi, en janvier dernier, la fiche des frères Kouachi n'était plus notée S, et ces infos si obsolètes que la police a mis sur écoute leurs parents morts depuis 20 ans. J'entends rien du tout. J'entends rien là. Allô ? Le fichier S avec un S, comme sauf qui peut. Serge Portelli, c'est pas fiable, ce système, la fiche S. Écoutez, je rappelle que les policiers travaillent avec des fichiers et que les juges travaillent avec un casier judiciaire et avec un certain nombre d'informations qui leur sont données. Alors, puisqu'on parle des permissions de sortie, je rappelle que les permissions de sortie sont données accordées par le juge de l'application des peines après la réunion d'une commission de l'application des peines. Et cette commission de l'application des peines recueille un certain nombre de renseignements qui viennent des différentes procédures qui intéressent le demandeur, et puis à partir peut-être d'expertises qui ont pu être ordonnées par le juge. Mais bon, tout ça pour vous dire que fiche S, il n'y a pas. Non mais on marche sur la tête. Avec la fiche S, on marche sur la tête. Parce que dans le cas précis, là, il avait une première fiche S. Une fiche S, ce n'est pas un mandat d'arrêt, ce n'est pas un mandat de recherche. Une fiche S, c'est uniquement pour renseigner. C'est un policier qui tombe là-dessus, il appelle tout de suite la DGSI, il dit voilà, et la DGSI dit notez toutes les informations possibles sur le personnage. Il a eu une deuxième fiche S après ne pas être rentré de permission. Pendant ce temps-là, le parquet de Seine-et-Marne, lui, lançait un mandat de recherche, ce qui est quand même la moindre des choses. Ça veut dire que d'un côté, le parquet le fait rechercher, de l'autre côté, la DGSI émet une seconde fiche S qui fait que si un policier, parce qu'on ne sait jamais, s'il n'a pas eu vent du mandat de recherche, il a une fiche S, ce type n'est pas rentré, mais il ne l'arrête pas, il donne des informations à la DGSI. Il y a un problème. Il y a un dysfonctionnement. Le chiffre du jour, Pierre, s'il vous plaît. Le chiffre du jour, 0,5%. C'est le pourcentage des titulaires de permission de sortie qui ne rentrent pas tous les ans. Alors, ça n'a pas l'air beaucoup, mais sur 50 000 personnes, ça fait quand même plus de 220 criminels, ou en tout cas condamnés, qui sont dans la nature. Serge Portelli, ça fait quand même beaucoup. Écoutez, si vous connaissez un système, n'importe lequel, qui permet d'éviter que les gens commettent des crimes et des délits, qu'une fois qu'ils sont sortis de prison, ils s'arrêtent, qu'une fois qu'ils bénéficient d'une permission de sortie, ils ne commettent plus aucun délit. Mais bien sûr, ça n'existe pas à la perfection. J'adopte ça immédiatement. Mais vous me bottez en touche, là. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas assez de juges ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas assez de JAP ? Le monde réel, c'est un monde comme ça. C'est un problème de ressources humaines. C'est le droit à l'erreur des juges de l'application des peines. Vous pouvez appeler ça le droit à l'erreur, mais moi, écoutez, ce qu'il faudrait, c'est au contraire
concours d'entrée de la magistrature, trouver des magistrats, des futurs magistrats, vous voyez, qui est ce don de la pression qui arrive à trouver dans la cervelle. Tout le monde sait que la justice n'a pas de moyens. Tout le monde sait que la justice... C'est pas possible. Alors je suis désolé de vous le rappeler, même si ça vous énerve, mais on ne sait pas, vous, ce que vous allez faire tout à l'heure en sortant. Peut-être que vous allez tuer quelqu'un, peut-être que vous allez renverser quelqu'un. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des précautions. Mais je veux dire, la vie, elle est comme ça. Alors, c'est dramatique. Christiane Taubira a proposé des escortes lors des permissions. Ça vous semble une rustine, une bonne mesure, une bonne idée? Alors là, pour le coup, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Quand elle a annoncé ça, je pense qu'elle soit elle ne maîtrisait pas le sujet. Elle a demandé une réponse rapidement pour pouvoir répondre sous la pression. Mais c'est le truc. Moi, je vais vous dire, manifester place Vendôme ce matin, ce n'est pas innocent, quels que soient les syndicats qui ont appelé à manifester. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas innocent, c'est forcément une action politique. De droite comme de gauche, c'est forcément une action politique. Une réponse très rapide. En revanche, ce que j'ajouterais, c'est que ce personnage, ce qu'il a fait, c'est terrible. C'est terrible. Ce policier est en la vie et la mort, c'est terrible. Mais il l'aurait fait au bout de peine. Il l'aurait fait dans 3 ans ou 4 ans. Il l'aurait fait dans 3 ans, dans 4 ans. C'est un braqueur ultra dangereux. Il l'aurait fait de la même façon. Il faut conclure. C'est votre conclusion, Alain. Merci. Merci à vous 3. L'émission continue dans un instant avec Jean-Mathieu Pernin et Xavier Mauduit. 2 approches un peu décalées de l'actualité. Juste après Désintox, la brigade de vérification des faits. Les maniaques reviennent ce soir sur une déclaration de Nadine Morano. Non pas la France de race blanche, d'où d'ailleurs son retrait de son investiture au régional, mais une moranerie antérieure sur les réfugiés et les clandestins. Doit-on parler de réfugiés, de migrants, de clandestins? Depuis le début de la crise, le débat sémantique fait rage et la confusion règne. Pour Nadine Morano, les choses sont claires. Chaque migrant est dans l'illégalité, jusqu'à ce que son statut de réfugié soit reconnu. Sur France 2, elle mettait en cause le plan d'aide décidé par le gouvernement et insistait. Un réfugié n'est pas réfugié tant qu'il n'a pas reçu son droit d'asile. Il n'est pas considéré comme réfugié. Donc il est dans l'immigration illégale. La députée européenne Les Républicains rejoint là la présentation du Front National qui ne fait pas dans la nuance et qualifie de clandestin tout demandeur d'asile. Nadine Morano a raison sur un point. Un étranger ne devient réfugié au regard de la loi que quand la France lui accorde l'asile. Mais ça ne veut pas dire qu'avant cela, un demandeur d'asile est dans l'illégalité, comme elle le dit. C'est même le contraire. Tout demandeur, pendant la durée de l'examen de sa demande, est en situation régulière en France. D'ailleurs, les demandeurs d'asile ont droit à la couverture maladie universelle, à la différence des étrangers en situation irrégulière qui n'ont accès qu'à l'aide médicale d'État. Si la procédure d'examen dépasse 1 an, ils peuvent également travailler. Enfin, les textes européens imposent aux États membres de l'Union européenne de subvenir aux besoins des demandeurs par une aide financière pendant la durée de la procédure. En fait, ce n'est que si la demande est rejetée et que le demandeur ne fait pas appel que la préfecture lui ordonne de quitter le territoire. Il entre alors dans l'illégalité s'il décide de se maintenir sur le territoire, mais pas avant. Merci Désintox. Place à Jean-Mathieu Pernin et Xavier Mauduit, le journaliste truffier, l'historien qui fait du rétroéclairage, le présent grâce au passé. On commence par vous. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On commence par vous, Xavier. Ça fait quoi, 8 jours que le Vatican est mobilisé sur le synode de la famille, alors avec des sujets extrêmement sulfureux, l'homosexualité, le remariage des divorcés. Que des horreurs. Mais pas un mot sur... les prêtres mariés, pas un mot sur les par prêtres exemple, mariés. ou les prêtres avec une vie sentimentale. Et ça vous a ramené à quoi? Au 1er siècle après Jésus-Christ. Direct, un 1er siècle, on tourne aux origines de l'Église à Jérusalem. Oui, donc au 1er siècle de notre ère. À ce moment-là, les laïcs peuvent fonder une famille, c'est une évidence, mais les clercs aussi. La Bible retient le nom de Nicolas. Nicolas, il apparaît dans les Actes des Apôtres, c'est un des 7 premiers diacres de l'Église. Il est originaire d'Antioche, on le surnomme le prosélyte d'Antioche, et il est marié. Eh bien, son nom est instrumentalisé 11 siècles plus tard quand le concile de Latran II interdit le mariage des prêtres. Ah oui, alors là, plus que jamais, c'est terrible, mais on brandit un mot qui résonne un petit peu comme une insulte dès qu'il est question de sexualité dans le clergé, le nicolaïsme, c'est-à-dire le manque de tempérance sexuelle des prêtres. Oui, l'Église... On s'en souviendra, Xavier. Au XIIe siècle, l'Église construit une sorte de légende un peu maléfique, un peu libidineuse autour du Nicolas, dont sus à Nicolas. Oui, mais alors... Est-ce qu'on a vraiment quelque chose à lui reprocher à ce Nicolas? Oui, parce que comme la plupart des membres du clergé des premiers temps de l'Église, il était marié. Alors qu'est-ce qu'il a fait de plus? Eh bien déjà on dit qu'il a voulu partager sa femme avec toute la communauté.
C'est pas très bien, ou alors c'est généreux. Enfin, un gangbang, quoi. Un petit peu. Après, on a dit qu'il a proposé de partager toutes les femmes. Donc là, c'est une orgie absolument gigantesque. Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, va même plus loin. Il nous raconte que Nicolas faisait des choses honteuses. Il n'en dit pas plus, mais on imagine tout de suite. C'est terrible. Hein. Certains vont même jusqu'à dire que Nicolas imaginait que seuls pouvaient atteindre le salut ceux qui pratiquaient un acte de chair tous les jours. Vous voyez, un truc absolument... C'est ça, c'est ça. Non mais c'est ça, ça ne l'a pas empêché d'aller direct dans l'Apocalypse. Hein. Tout de suite, on l'associe au Nicolas de l'Apocalypse. Conclusion, pas de sexe pour les prêtres. Voilà. Alors, juste pour finir quand même, hein, cette question du mariage des prêtres est quelque chose qui suscite l'engouement depuis toujours. Et vous allez voir là la réaction de séminaristes interrogés à Lille en 1972. Qu'il y ait des prêtres célibataires, très bien. Il y en a qui le sont et moi je suis prêt à le rester et puis j'en suis bien conscient. Mais qu'on donne aussi la possibilité à des jeunes qui se destinent au sacerdoce de pouvoir vivre le mariage aussi. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? Ah oui, oui. Ah ouais. On sent c'est pas le même Saint-Nicolas qu'on célèbre le 6 janvier. Qui sert de... C'est pas le même. Celui-là, il est bien. Alors Celui-là, il était comme correct, il faut, quoi. Bon, je signale la version 2015 de ces problématiques avec Ainsi soit-il sur Arte demain soir, suite et fin de la série excellente Ainsi soit-il. Jean-Mathieu, mon chou, mon chérubin, mon agneau, il paraît que vous êtes calme mais que de temps en temps vous avez envie de tout casser. Ah ben ça arrive à tout le monde, mais je vais vous montrer des images à votre avis. Regardez cet homme, qu'est-ce qu'il fait à votre avis là? Alors, vous voyez, il casse tout, on est d'accord, mais vous savez pourquoi il le fait ça? Non. Parce qu'il a payé, voilà, tout simplement, il a payé. Alors en fait, ces images nous viennent de Toronto, où la première Rage Room, donc la salle de la colère, vient d'ouvrir ses portes au Canada. Alors l'idée est assez simple, ça permet en fait aux salariés stressés d'évacuer leur stress, d'évacuer leur colère accumulée contre leur hiérarchie, par exemple, en cassant tout. Alors équipé, on l'a vu, donc d'une blouse, d'un casque et de gants, vous prenez une batte de baseball, vous payez 3 € par exemple pour exploser un verre, ou vous payez 5 € pour un vase, ou 18 € pour une chaise en bois, puisque c'est normal, c'est plus long, donc c'est plus cher, quel que soit le domaine d'ailleurs. Alors il y a un objet qui est particulièrement prisé dans ce genre d'endroit, c'est l'imprimante, parce que l'imprimante a un fort potentiel de frustration dans le milieu professionnel, exactement, et donc forcément un fort potentiel de destruction. Il faut à peu près 30 coups de batte de baseball pour exploser une imprimante, d'après le cofondateur de Rage Room, Tim Chung. Donc en fait c'est ça qui est assez étonnant, parce que c'est assez violent, mais c'est surtout très écologique, puisque chaque objet, on nous précise, sera recyclé. Donc c'est le petit point écolo de la chronique, en tout cas. Alors face à la crise et face à la pression qu'on demande aux salariés pour avoir des résultats face à leur hiérarchie, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers ces méthodes. On trouve des défouloirs un peu partout dans le monde, au Canada, donc aux États-Unis, en Serbie, mais également en France, où la maladie ou le stress maladif toucherait près de 480 000 salariés. Et il y a même des patrons qui payent des stages de pétage d'ordinateur, comme on peut dire ça, pour éviter que le salarié s'excite contre un autre salarié. Voilà, c'est un peu plus sain. Alors, sur le moment, on le sait, ça soulage, mais tous les thérapeutes vous diront que quand le problème est grave, c'est vraiment sur le long terme, donc c'est vraiment une satisfaction éphémère. Pourtant, il y a une question qu'on se pose, parce qu'à Toronto, donc la Rage Room, ne désemplit pas. Au contraire, alors est-ce qu'il faudra créer une pré-Rage Room dans la file d'attente pour éviter le stress? En tout cas, la question mérite d'être posée. Bonne question, mon chou. Faire la vaisselle, c'est pas mal aussi. 28 minutes est terminé. Merci à tous. À suivre sur l'antenne La désintégration de Philippe Faucon, l'auteur du film Fatima, excellent, qui est toujours en salle. La désintégration de 3 jeunes beurs, film aussi noir que Fatima, et lui est rempli d'espérance. À demain 20h05. Tchuss, Peace Morgan.